Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Exactement, on est dans les locaux de Soditel, qui est une très belle PME à Bordeaux, donc basée à Pessac, mais voilà, sur toute la région bordelaise, c'est 65 personnes. Nous, ce qu'on a fait avec Apix, on est allé toquer à la porte des fédérations des aveugles de France. On s'est mis en situation, on a bandé nos yeux, on a pris la canne. Apix, pour équiper vraiment le même type de configuration, 30 fois moins de matériel. Comment fait-on pour transformer et digitaliser un objet du quotidien inscrit dans nos usages depuis des décennies ? Quels bénéfices vient-on obtenir lorsqu'on co-construit son produit avec des personnes en situation de handicap ? Ces questions et bien d'autres, on les évoque dans cet échange avec la société Apix, acteur pessacais qui révolutionne l'interphonie grâce à une technologie 100% digitale en simplifiant la gestion des accès pour des milliers de résidences et d'entreprises. Mais cette interview, c'est aussi un zoom sur le parcours d'Antoine, bordelais d'adoption, qui a su rebondir dans un beau projet de start-up après une déconvenue dans son dernier job sur Paris. Allez, je badge et je vous ouvre tout de suite la porte de notre dernier épisode. Go! Bon, on va dire que c'est parti alors Antoine. Ouais. Let's go. Salut Antoine. Salut Hugo. Et merci de m'accueillir ce matin. Merci à toi. À la fraîche. Ouais. Mais au moins, il fait pas trop chaud, pas encore. Mais c'est top, ouais. Chez Apix à Pessac. Et aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de votre histoire Apix, de votre aventure et comment est-ce que j'ai le droit de dire, comment est-ce que vous révolutionnez l'interphonie. Tout à fait, l'interphonie et le contrôle d'accès. Tout à fait. Et ça se passe donc sur Bordeaux, plaisir. sur Pessac, voilà, sur la région, avec une équipe d'un peu moins de 100 personnes. On va vous raconter tout ça là pendant 1 heure. Au plaisir. Antoine, est-ce qu'on va commencer par ta carte d'identité ? Est-ce que tu peux nous dire ton âge et d'où est-ce que tu viens ? Tout à fait. Alors j'ai 34 ans que j'ai eu hier, figure-toi. C'est pour ça que tu as une grosse voix ce matin. C'est ça, on a un peu fait la fête, mais tout en étant raisonnable. Donc j'ai 34 ans. Moi, je suis né en région parisienne, d'un père d'origine belge et d'une mère d'origine bretonne et tourangelle. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas vécu en région parisienne. Moi, j'ai vécu à Toulouse. Okay. Donc non loin d'ici. Finalement, je me retrouve à Bordeaux. Donc c'est assez cocasse. Mais voilà, j'ai grandi à Toulouse. J'y ai fait ma scolarité. J'ai débuté mes études à Toulouse. Et ensuite, je suis passé par Reims en école commerce pour faire mon master à Neoma. Et assez rapidement, et je pense comme beaucoup de profils comme le mien, je suis passé par Paris plusieurs années. Et au bout de quelques années, le Covid Tu bossais dans quoi là quand tu étais sur Paris ? Moi, j'ai travaillé quasiment dans une seule entreprise qui était une grosse fintech qui s'appelait United, qui est une des licornes françaises. D'accord. Un peu moins connue par exemple que des Lydia ou des Conto. Mais United, c'est une grosse fintech. Qui avait été valorisée combien ? Est-ce que tu parles de licorne ? Valorisée de mémoire 1,1 milliard. Donc voilà, tout juste le statut de licorne. Mais au-delà de la valorisation, c'est une entreprise qui a révolutionné et dématérialisé finalement un produit financier que l'on connaît tous, le crédit consommation, le prêt personnel. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, quand j'y suis arrivé fin 2016 et quand j'en suis parti en 2022, j'ai pu voir énormément d'innovations qui étaient implémentées dans le produit. Et finalement, ce qu'on fait chez Apix, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a énormément de similitudes dans la façon qu'on a dans la gymnastique du projet. Et de révolutionner les usages et de s'appuyer sur la technologie en fait, pour simplifier aussi le quotidien des utilisateurs. Et United, moi, ça a été vraiment une école top, parce que j'y suis arrivé en stage de fin d'études. Okay. Et les choses ont fait que j'y suis resté derrière quasiment 6 ans, où j'ai pu évoluer sur tout un tas de postes, alors toujours dans des métiers marketing, communication et branding. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais d'ailleurs chez Apix. Mais voilà, j'ai vraiment pu évoluer au sein de l'entreprise et travailler au contact de profils d'entrepreneurs. Les deux cofondateurs d'ailleurs, parce que j'étais en charge des relations presse notamment, et comme dans beaucoup de startups, les fondateurs sont très impliqués. Ouais. Et donc travailler au contact de ces personnes-là, clairement, ça a été
Ça a été une chance assez dingue. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour me retrouver dans un projet entrepreneurial, même si je n'étais pas destiné à l'origine à ça. Pas forcément pour ça. Okay. Mais voilà, en tout cas, ma petite histoire qui m'a mené derrière jusqu'à Bordeaux. Et comment t'arrives justement? C'est quoi qui te fait descendre sur Bordeaux? Alors, c'était pas... On l'avait toujours un peu en ligne de mire avec ma femme. Mathilde, avec qui je suis marié. On a toujours eu envie de quitter Paris à un moment donné. Elle vient de Lille, c'était pas forcément une option d'aller dans le nord. Pour toi pour des raisons évidentes. Météorologiques ou Oui, bon, sachant que la météo, c'est un peu un mythe. Très sincèrement, moi, j'ai vécu des moments très ensoleillés. On va pas se mettre à dos toute la région lilloise. Ça ressemble pas mal à Paris, dans les faits, dans la météo. Et c'est d'ailleurs une très belle région que je connaissais pas du tout à l'origine, donc que j'ai découvert il y a maintenant un peu moins de 10 ans. Mais bon, Lille, c'était pas forcément une option. On n'avait pas énormément de potes là-bas aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui allait motiver notre décision. Ouais. Et c'est quoi? C'est le boulot? C'est des amis? C'est quoi du coup que tu as mis le pied à l'étrier? Alors, à l'origine, c'est plutôt les amis. On a commencé à avoir des amis qui sont arrivés à Bordeaux dans ces dernières années. Et donc, on s'est dit que ça serait un bon compromis. En fait, on ne voulait pas non plus retourner dans les villes, donc moi, en l'occurrence, Toulouse, où on avait grandi. Donc, ça a écarté un peu Lille et Toulouse. Bordeaux, c'était un bon compromis. Proximité de la mer, proximité de Paris aussi. Donc, pour le professionnel, c'était quand même assez important. Et moi, il se trouve, pour la petite histoire, United, donc j'y reste quasiment 6 ans. Et au bout d'un moment, je me dis que c'est peut-être l'occasion de voir autre chose. Parce que c'est la seule entreprise que j'avais connue. Et forcément, tu passes le cap des 5 ans d'expérience. Tu as un peu l'appel des sirènes. Tu reçois des sollicitations sur LinkedIn. Et un jour, je finis un peu par craquer, entre guillemets, on va dire. Je fais plusieurs process de recrutement, et notamment un dans une autre fintech. Ça se passe super bien, j'ai un très bon fit avec ma manager. Ils me font une très bonne proposition et je me dis ok, je me jette à l'eau, je vais voir autre chose. Alors que vous aviez déjà en tête d'aller sur Bordeaux? On l'avait en tête, mais on n'avait pas de timing. On n'avait pas de timing établi. Le Covid était passé par là, donc forcément tu commences à réfléchir à ça, à quitter Paris. Mais bon, on s'était pas mis la pression à ce niveau-là. Et là, en plus, je me dis bon, moi, je vais commencer une nouvelle expérience. Forcément, ça va durer plusieurs années. J'ai pas de chance. Il se trouve qu'au moment où j'arrive, il y a un changement de direction et avec toutes les conséquences que l'on peut connaître. Et 3 mois après être arrivé, je perds mon boulot. Okay. C'est un peu une claque parce que j'avais quitté une super entreprise. Ça avait été d'ailleurs assez émouvant de quitter cette boîte. Ouais. J'étais parti, entre guillemets, au meilleur moment. C'est le moment où tu t'entends super bien avec tout le monde. Tu n'as pas encore ces signaux faibles où tu commences à être moins motivé tout dans ton boulot. Là, tu vois, j'avais vraiment la sensation d'avoir fait une bonne transition. Ouais. Et puis derrière... Et moi, 1er décembre 2022, je perds mon boulot. Et là, ça a été assez rapide d'ailleurs. Je me souviens très bien. Ma femme avait besoin de me remonter un peu le moral, c'est normal. Et un soir, on va dîner on va dîner au resto. Et très rapidement, ça arrive dans la discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu cherches un nouveau boulot à Paris ? Est-ce qu'on en profite pour bouger ? Si on bouge, où est-ce qu'on va ? Et Bordeaux arrive très vite dans la discussion. On se dit, on part à Bordeaux. Voilà. Et quand vous êtes arrivé sur Bordeaux, alors où est-ce que vous êtes installé ? Parce que vous connaissiez pas trop la ville, quoi, finalement. On connaissait pas trop la ville, mais pour autant, le fait d'avoir des amis, on était venu passer des week-ends avant même de prendre la décision de venir. Ouais. Donc, on commençait à cartographier un peu la ville et on s'était dit que l'hypercentre, ça serait pas mal pour nous qui habitions à Paris. On a toujours été dans l'hypercentre, dans le 18e notamment, ouais. À Montmartre, aux Abbesses, qui est un super quartier ultra vivant. On voulait un peu retrouver ça. Et donc, on a axé nos recherches. Donc, assez naturellement sur l'hypercentre. C'est ça. Ouais. Pour se retrouver au niveau de Musée d'Aquitaine, donc ultra central, avec Hôtel de Ville, avec Saint-Michel, la Victoire, tout ça. Ok. Histoire de ne pas être trop dépaysé. C'est ça, et de pouvoir tout faire à pied ou à vélo. Ok. Clairement. Donc aujourd'hui, c'est là où vous habitez toujours ? C'est là où on habite parce qu'on est arrivé, on a déménagé dans les faits il y a un peu plus d'1 an, fin mai 2023. Et est-ce qu'il y a des envies d'aller encore plus sortir déjà du centre ou pas tout de suite ? Peut-être. Je sais pas si c'est le schéma, un peu traditionnel, mais oui, j'ai l'impression, et même moi je l'entends dans tes podcasts, c'est un peu ce que font surtout pas mal de Parisiens qui viennent à Bordeaux.
on sera amené à le faire, mais si là on loue, hein, clairement c'était plus simple en arrivant à Bordeaux. Je pense que pour un premier achat, on essaiera de rester dans le centre de Bordeaux. On n'a pas d'enfants encore, donc clairement on a aussi moins de contraintes d'espace. Donc prenez le temps de profiter du centre, quoi. Pour l'instant, c'est ça. Sachant que le centre est quand même génial. On va ouvrir ce premier chapitre. On va parler donc d'Apix, la boîte pour laquelle est le projet en fait dans lequel tu es hyper impliqué, qui est notre sujet aujourd'hui, puisqu'on voulait que tu nous racontes un peu l'histoire de cette boîte. Donc, tu vas tout nous raconter, mais en gros, Soditel, qui est un installateur donc, de courant faible. Notamment de systèmes d'interphonie, et il y a un projet intrapreneurial, tu vas revenir dessus sur les termes, mais qui naît, et toi tu travailles là-dessus, donc sur ce projet dans le projet, Apix, et je te laisse nous le présenter donc en quelques mots. C'est quoi le concept d'Apix ? Ouais, tout à fait. Si je dois décrire Apix en une seule phrase, c'est une solution 100% digitale qui révolutionne le contrôle d'accès et l'interphonie. Je reviendrai un peu plus en détail. Donc contrôle d'accès, c'est... Contrôle d'accès, ça va être les lecteurs de badge, par exemple. Et tout simplement, c'est le fait d'ouvrir une porte avec de façon de technologie. Sécuriser l'ouverture d'une porte, quoi. Voilà, tout à fait. Notamment dans l'habitat et aussi dans le tertiaire. Faut imaginer tout type de bâtiment qui doit être fermé et pour lesquels on va gérer des accès, soit en distribuant des badges ou avec une solution digitale comme Apix, en créant des accès numérisés, donc en gagnant tout le temps qu'on peut imaginer. Donc c'est pour la porte de ton immeuble, mais c'est aussi pour ouvrir les portes quand tu es dans ta société. Exactement, voilà. C'est ce qu'on appelle les entrées principales, les entrées sur rue principalement. Ok. Le schéma traditionnel, c'est en fait jusqu'à il y a peu de temps, c'est j'ouvre avec un badge, j'ouvre avec un code, ou alors j'appelle à l'interphone pour qu'on m'ouvre. Exactement. Ça, c'est vraiment le schéma traditionnel. On a ce qu'on appelle une platine d'interphone, donc du matériel électronique qui est installé à l'entrée des bâtiments. Et jusqu'à il y a quelques années, on avait des combinés installés dans les logements. Un combiné téléphonique, ça c'était les plus vieilles versions, on va dire. Petit à petit, on est venu rajouter de la technologie avec des moniteurs vidéo. On a des caméras maintenant à l'entrée des bâtiments, ça permet d'identifier la personne. Il y a une quinzaine d'années, on a un confrère qui est venu amorcer la dématérialisation, à savoir qu'on recevait les appels de l'interphone sur son portable. Ouais. Un appel de l'interphone et on appuyait sur étoile pour déverrouiller la porte. Donc il n'y avait plus de matériel dans les logements, c'était une première révolution. Et avec Apix, on va encore plus loin parce qu'on enlève l'électronique à l'entrée des bâtiments. Nous, on vient installer une plaque d'aluminium, mais ça peut être d'ailleurs tout type de matériaux. Donc ce qu'on voit là, ce qu'on a sous les yeux, alors, vous verrez la vidéo, tu es sur le compte Instagram, justement de Bordeaux Stories. C'est une plaque en aluminium sur laquelle on vient s'appuyer sur la technologie du QR code. Qu'on connaît tous grâce au Covid. Exactement. Je pense que le Covid a été moteur dans le projet et dans ce lancement d'idées révolutionnaires sur l'interphonie. Un QR code, en fait, une fois scanné, qui permet d'accéder à un annuaire en ligne, l'annuaire du bâtiment, donc les résidents dans le cadre de l'habitat ou les employés dans le cadre d'une entreprise. Et on lance un appel vidéo qui est anonyme et sécurisé. C'est important de le préciser. Un appel vidéo comme un appel WhatsApp ou FaceTime. Ok, donc à la personne qui est dans l'annuaire, donc la personne, ton ami, ton frère, ton père que tu essayes de joindre à l'étage, quoi. Et cette personne-là, elle, pour le coup, elle est équipée d'une application. Elle reçoit les appels des visiteurs et en un clic, elle vient ouvrir la porte. Okay. Qu'elle se trouve dans son logement ou à l'autre bout du monde. Ouais. Et ça, c'est assez révolutionnaire. On n'a plus besoin, quand on entend l'interphone, de se déplacer à l'entrée de son bâtiment pour ouvrir la porte. Ok, donc pour résumer, avant, il fallait installer un gros boîtier en bas de l'immeuble et des boîtiers dans chaque appartement. Et énormément de câbles. Et des câbles partout, du coup. Aujourd'hui, c'est juste donc grosso modo une plaque en alu avec un QR code. La possibilité quand même d'avoir un petit badge pour ceux qui n'ont pas forcément de téléphone. Tout à fait, pour assurer une transition douce. Ouais. Et le seul matériel d'électronique, dans les faits, c'est un petit boîtier d'IoT. Alors IoT, Internet of Things, qui est tout simplement un boîtier connecté, relié lui pour le coup à la porte, au câble de la porte. La porte doit être électrifiée. Ouais. Ce boîtier, équipé d'une carte 4G, reçoit les commandes d'ouverture de porte et déclenche l'ouverture des portes. C'est le seul
matériel électronique que l'on installe dans le placard technique de l'immeuble. Donc finalement, les utilisateurs quotidiens ne voient pas ce matériel. On est vraiment venu inverser le rapport. Nos confrères fabricants traditionnels d'interphones sont sur une logique très industrielle. Produisent, on va dire, à 80% sont sur une logique matérielle, 20% sur du logiciel. Nous, c'est l'inverse. 80% logiciel, vraiment de la tech, et 20% de matériel. Et ça a bien entendu tous les impacts que l'on peut imaginer, notamment environnementaux. Et ça peut être quoi, tu vois, les avantages, inconvénients à l'usage, les avantages qui sont nés déjà de cette solution? C'est tout simplement, on va dire, dans la simplicité d'utilisation. Tu t'es peut-être déjà retrouvé devant des interphones où déjà on ne sait pas à quel numéro appeler. On fait défiler des noms. Ou des numéros. Juste. Ou des numéros. Là, aujourd'hui, c'est vrai que le QR code, c'est assez simple dans l'utilisation. Ça, c'est côté visiteur. Sachant qu'on est venu ajouter une couche d'accessibilité avec le braille que vous verrez sur la vidéo, qui permet de mieux guider les personnes en situation de handicap visuel, qui sont trop souvent délaissées par les industriels. Et ça, sur tout type de produits. Ce braille, en fait, couplé aux technologies de dictée vocale qu'on retrouve dans tous les smartphones, ça permet à ces personnes-là de rendre accessible, quoi. De mieux se repérer. Il faut imaginer que sur les interphones traditionnels, on a juste un petit picot sur la touche 5 et qui permet à la personne de guider, à la personne en situation de handicap visuel de se repérer, mais bon. C'est léger, quoi. C'est un peu léger. Donc ça, côté visiteur, ça va être les avantages. On est aussi sur un produit qui, forcément, il y a moins d'électronique, donc moins de risque de tomber en panne, moins de risque de vandalisme. Et quand bien même ce serait vandalisé, on a la possibilité de le remplacer très facilement. Donc, pour l'ensemble des utilisateurs, ces personnes-là vont moins subir en fait tous les problèmes que l'on peut connaître avec l'interphonie. Et ensuite, du côté des résidents ou des employés, on vient leur apporter tout un tas de fonctionnalités et de services innovants qu'ils n'avaient pas avant. Comme ? Alors déjà avec l'application, tu vas pouvoir créer autant de badges virtuels que tu veux pour les membres de la famille, quoi, en fait, les membres de ton foyer. Si tes beaux-parents viennent pendant une semaine chez toi, plutôt que de devoir soit commander un nouveau badge, soit leur prêter un badge, tu leur crées un accès en quelques clics. Ça, c'est une première chose. Une autre fonctionnalité super intéressante qui plaît énormément à nos clients, c'est de pouvoir complètement personnaliser leur apparence et leur disponibilité sur ce fameux annuaire en ligne. En fait, là, il n'y a plus de problème de faute dans le nom, par exemple. C'est toi-même qui viens renseigner le nom que tu souhaites. Ça peut être que ton nom de famille, ça peut être nom, prénom. Ça peut même être juste laisser le numéro d'appartement. Il y a des clients qui font ce choix-là. Okay. Mais donc, inversement, tu peux choisir en fait, de rester anonyme, entre guillemets, quoi, de ne pas apparaître sur... Tu peux décider de ne pas apparaître sur l'annuaire. Et tu as aussi une fonction de gestion de ta disponibilité qui est, tu peux apparaître en indisponible. Moi, typiquement, je le fais. Nous-mêmes, on utilise la solution APX. Et moi, entre 19h et 9h du matin, j'apparais en indisponible. Comme ça, je ne suis pas, entre guillemets, embêté la nuit. Si pendant, là, typiquement... Alors, quand on habite dans le centre, effectivement, ça peut être le cas. Dans le centre-ville, c'est à quoi... le scénario, c'est une personne un peu bourrée qui vient sonner à ton immeuble, quoi. C'est ça, à 3h du matin ? Complètement, et nous justement on permet aux gens de pouvoir contrôler ça et de se protéger des personnes qui pourraient venir embêter. Là où c'est aussi pratique, c'est par exemple de pouvoir faire un renvoi d'appel. Là je sais qu'on va passer 2 heures ensemble et je peux faire un renvoi d'appel vers ma femme qui est aussi sur l'annuaire, et ça en un clic. C'est des fonctionnalités qu'on ne trouve pas en fait dans les solutions conventionnelles, qui ne sont pas possibles. Tu peux mettre en place un semainier, quoi. Donc c'est typiquement ce que j'ai fait du lundi au vendredi. Je suis joignable entre 9h et 19h et plus tranquille. Le reste du temps, quoi. Ok. Donc ça fait naître en fait ça permet en tout cas le fait de digitaliser ce produit un petit peu traditionnel, je veux dire, à l'interphone. Complètement. L'approche que vous proposez permet de faire naître en fait plein de nouveaux cas d'usage et puis d'avoir un confort, quoi. Et ce qui est intéressant aussi avec le produit, c'est que
c'est presque infini en fait, toutes les fonctionnalités que l'on pourrait intégrer à l'application, parce que bon, je ne vais pas toutes te les détailler, mais on a une fonctionnalité qu'utilisent nos clients gestionnaires. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur nos clients. Les gestionnaires peuvent diffuser des informations directement dans l'app. Donc, en tant que résident, si l'ascenseur est en panne, tu vas recevoir l'information sur ton application. Et ça t'évite. C'est vrai que c'est aussi une application qui connecte un peu tous les résidents, quelque part. Exactement. Et d'ailleurs, ça, on y avait pensé à l'origine du projet. Est-ce qu'on intégrait une sorte de messagerie pour les immeubles dans l'app? Est-ce qu'on ne créerait pas finalement la super app de l'immeuble? Le concierge virtuel en fait de l'immeuble, dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, et pour le coup, et c'est ce qui arbitre aussi, ce qui nous permet d'arbitrer sur les nouvelles fonctionnalités, on écoute énormément nos clients. On va sur le terrain à la rencontre des utilisateurs pour comprendre potentiellement ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré, etc. Et on se met véritablement dans une logique d'amélioration continue pour avoir le meilleur produit possible. Ok. Ça a été quoi le déclic du coup pour créer Apix? Donc c'est quoi, 2022, c'est ça le projet, c'est ça. La naissance du en projet? fait, 2022, et je prends même quelques années auparavant, Grégory, donc, qui est un des 3 principaux cofondateurs d'Apix, lui-même depuis 25 ans, en fait, côtoie le monde de l'interphonie parce qu'il installe des systèmes d'interphone avec sa première société, Soditel, une entreprise qui avait été montée par son papa à la fin des années 70. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Soditel. D'ailleurs. Exactement, on est dans les locaux de Soditel, qui est une très belle PME à Bordeaux, donc basée à Pessac, mais voilà, sur toute la région bordelaise. C'est 65 personnes, donc c'est une entreprise qui, depuis 25 ans, installe d'ailleurs toutes les solutions traditionnelles de nos confrères, connaissent très bien ces solutions. Et Grégory a rencontré, comme ça, par la force des choses, des confrères qui font exactement la même chose. Un à Toulouse, Nicolas, avec Toulouse Antenne Numérique, et Arnaud à Marseille, avec Delta Certec. Donc 3 entreprises qui font les mêmes choses, alors, avec des petites spécificités. Certains travaillent avec des bailleurs sociaux, d'autres beaucoup dans le tertiaire, d'autres avec les syndics ou avec des promoteurs. Et à force de discussion, on se sont rendu compte, et également via tous les retours terrain qu'ils captaient, que l'interphonie innovait assez peu, que de plus en plus, ils voyaient des pannes. Donc ils installaient des solutions assez coûteuses et qu'ils devaient venir dépanner très, très régulièrement, que d'un point de vue gestion, pour les clients gestionnaires, les bailleurs sociaux, les syndics, c'était vraiment des actions très chronophages et très lourds. Je te prends l'exemple des badges, par exemple. Donc un syndic qui va envoyer un artisan sur une résidence, un plombier par exemple, le plombier doit venir à l'agence du syndic, doit signer un papier, parfois même laisser un chèque de caution, récupérer le trousseau de clés, intervenir sur la résidence et ensuite revenir à l'agence. Sauf que ce plombier, potentiellement, il a énormément d'interventions à faire. Donc déjà, il est un peu limité dans son temps. Et tout simplement, parfois, il oublie de ramener le badge. Ça arrive. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des badges dans la nature. Donc, d'un point de vue gestion, c'est assez lourd. On est sur des produits qui peuvent être vandalisés également. Et donc, à chaque fois, il faut remplacer avec des produits assez coûteux. Okay. Et donc, ça a été ça, le déclic, ça a été de comment est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur la technologie, et notamment sur la technologie du QR code. Et comme tu l'as dit, le Covid, clairement, a été un accélérateur pour développer la solution. Et donc, nos 3 cofondateurs, finalement, du Sud, en ont eu marre des solutions traditionnelles et ont décidé de devenir leurs propres fournisseurs. Parce que eux, en fait, le métier de base de Soditel, c'est d'installer les solutions des autres. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, Soditel continue d'installer les solutions de nos partenaires, de nos confrères, de nos confrères partenaires, mais installe aussi Apix. Et là, l'idée, c'était d'avoir un produit en propre, quoi. Exactement, d'avoir un produit en propre, même si on sépare vraiment ces 3 entreprises, notamment Soditel et Apix. Soditel est un client d'Apix. Certes, on partage nos locaux, mais on sait complètement faire la part des choses et on travaille avec énormément d'autres installateurs à Bordeaux, Toulouse, Marseille et même partout en France. On ne fait pas de tarifs préférentiels pour les 3 entreprises, 3 premières entreprises de nos cofondateurs. Parce que nous, en fait, nos ambitions, elles ne sont pas locales. Nos ambitions, elles sont nationales et internationales. On ne va pas s'arrêter à Bordeaux, Toulouse, Marseille, mais c'était un super tremplin
d'une part pour construire le produit, parce qu'on a co-construit le produit avec des clients de Soditel, TAN et tu démarres avec la région que tu connais, le territoire que tu connais, les clients que tu connais déjà. Exactement. Je te donne un exemple à Bordeaux. Domo France, qui est un gros bailleur social bordelais, qui fait partie du groupe Action Logement, c'est un client historique de Soditel. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble. Ils se connaissent super bien. Et donc, au moment de lancer le produit, tout naturellement, on est allé voir ces gens-là. Et on leur a dit, voilà, quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous captez? Qu'est-ce que vos clients vous remontent? Pour qu'on puisse façonner le produit. On a fait pareil avec un gros promoteur immobilier, Green City à Toulouse, pour justement pouvoir personnaliser et avoir un produit qui répondent à des besoins. On n'a pas fait un produit par rapport à nos propres biais et par rapport à ce que l'on voudrait. Puis par rapport à la démarche, je veux dire, c'est de mon point de vue, c'est vrai que l'interphonie, c'est un produit très traditionnel qui a peu évolué ces dernières décennies. Et je pense qu'on est sur le schéma classique un peu où c'est le fournisseur qui pense qu'il faut faire comme ci, comme ça, qui conçoit, développe, fabrique son produit et derrière qui le pousse en fait à tous les distributeurs et installateurs. Là, vous êtes dans une démarche qui est quand même très moderne, où c'est de la co-construction avec des clients, quoi. Exactement. Nos confrères fabricants d'interphones, eux, comme tu l'as dit, sont dans une logique industrielle et produisent des nouveaux produits, de nouvelles versions, tous les X années, et chacun avec leur propre spécificité. Je vais te donner l'exemple de l'accessibilité, notamment des personnes en situation de handicap visuel. Parce que nous, ça a été aussi quelque chose qui a vraiment drivé et qui a été un enjeu fort sur la production d'Apix. Chaque fabricant en fait crée ses propres solutions et met ses boutons, par exemple, si je prends le cas de l'interphone, les positionne chacun à sa façon. Il n'y a pas de standard en fait qui permettrait aux personnes en situation de handicap visuel de mieux se repérer. Ouais, d'avoir des repères, quoi, tout simplement. Et ça, franchement, tu sens en fait les limites un peu de cette façon de l'approche de faire, quoi. Ouais. Nous, ce qu'on a fait avec Apix, on est allé toquer à la porte des fédérations des aveugles de France, et notamment avec celle de Montpellier. On est allé les voir, on s'est mis en situation, vraiment, on a bandé nos yeux, on a pris la canne, et on est allé tester les interphones. Pour se rendre compte du sujet. Ouais, c'est marrant, c'est cool. En vrai, la démarche, elle est trop bien. Et c'est assez émouvant d'ailleurs de voir, moi j'y étais pas au moment de ces tests-là, mais j'ai vu des vidéos, de voir les personnes qui ont testé les premières versions d'Apix. Parce que pareil, les premières versions d'Apix, on les a façonnées pour qu'elles puissent s'en servir, notamment en mettant cette inscription en braille sur nos plaques. Et donc on a des personnes qui nous disent très clairement, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à me servir d'un interphone, et en tout cas de moins galérer, tu vois. Ouais. Ok. Et donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, la solution elle passe principalement donc par le smartphone. Et aujourd'hui, en gros, Google, Apple intègrent aujourd'hui donc sur iOS, Android de la navigation qui est adaptée en fait. C'est ça, en fait, c'est de la dictée vocale. Ouais. Donc nous, typiquement, l'annuaire en ligne, il est dicté vocalement. Et forcément, quand tu n'as pas la vue ou quand tu perds la vue, tu développes ton ouïe. Et ce qui est assez frappant, c'est la vitesse de lecture qu'utilisent les personnes. Ça va très très vite. Ils ont la possibilité d'ailleurs de gérer la vitesse de lecture et ça va très vite. En fait, on s'en rend pas compte. Et c'est que quand tu te mets in situ, justement, là, que tu réalises ce truc-là, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes, on est dans les locaux de Soditel à Pessac. Apix, c'est principalement donc à Pessac aujourd'hui. C'est principalement à Pessac, même si on a également des équipes à Toulouse et Marseille. Donc assez logiquement, là où on a les emprises de nos deux autres cofondateurs. Combien de full-time là vous êtes chez On Apix? est à peu près 8 personnes à temps plein. Et la force qu'on a, c'est d'avoir en plus des personnes en part-time qui viennent mettre leurs compétences au service d'Apix lorsqu'on en a besoin. On a moins besoin de faire appel à des prestataires externes ou tout simplement à recruter pour avancer dans nos projets. Par exemple, si j'ai besoin, sur de l'administratif ou du financier, je vais avoir une personne à Toulouse qui fait ça à temps plein pour TAN et qui vient utiliser une partie de ses heures pour Apix. Donc ça, c'est super appréciable et je pense que ça permet d'aller encore plus vite. C'est vraiment un luxe qu'on a.
Ok, et donc c'est quoi après? C'est principalement c'est du développeur que vous avez, c'est comment est-ce que c'est structuré aujourd'hui? Ça va être des chargés de projet, chargés de projet et de production. Et en interne, nous, on a essentiellement des équipes commerciales. Ouais, en fait, c'est ça, équipe commerciale et moi, mon équipe, des personnes sur le marketing et la com, sachant qu'après, comme dans toute structure comme la nôtre, avec une grosse croissance, tu te retrouves à faire 1000 choses. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite séduit dans le projet. Ça m'arrive de faire des RH, logiquement de faire des recrutements, de travailler sur la partie produit. Voilà, donc c'est super enrichissant. Il y a quoi d'autre comme petite anecdote, tu vois, sur le terrain? Tu as des trucs dont tu t'es rendu compte justement là entre aujourd'hui on est mi-2024 et 2022, il s'est passé plein de trucs. Là tu me parlais, tu sais, vous avez fait des tests par exemple avec les personnes en situation de déficience visuelle. Tu te retrouves avec les yeux bandés, c'est vrai que on sort un peu de ton quotidien, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. T'as eu d'autres cas d'usage ou d'autres phases comme ça un peu frappantes, tu vois, qui te restent en tête? Ouais, alors, bon, déjà, globalement, il y a une grosse déformation professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, je regarde tous les interphones. On on te laisse avec tes tocs. Ouais, c'est ça devient un peu maladif. et maintenant, je me surprends moi-même à pouvoir identifier tous les modèles. Notamment des fabricants. Elle doit être contente, Mathilde. C'est ça, ouais, parce que parfois vraiment je me pose devant des interphones. Exactement. Non, des anecdotes, j'en ai une qui me revient en tête. Donc comme je te disais, nous, le terrain c'est super important, on y va, on essaye d'aller très régulièrement. Alors pour des installations Apix, mais moi j'ai la chance de pouvoir aussi côtoyer donc Solitel qui va installer les solutions des autres fabricants. Et je suis allé voir notamment une très grosse résidence où l'interphone était modernisé. On passait d'un système filaire où il y avait juste des combinés, donc c'est vraiment le petit téléphone qu'on a à l'entrée des bâtiments. Là, ils allaient un peu plus loin avec un interphone avec une caméra sur rue et des moniteurs vidéo. Et ce qui m'a frappé, alors déjà, c'est le fait qu'il faut prendre rendez-vous dans tous les appartements pour installer la solution. Lourd. On est sur, je ne sais plus, mais je crois 32 heures de prestations d'installation. Là où Apix, en moyenne, on est entre 2 et 4 heures. Donc tu vois déjà un peu la différence. Ouais. C'est une complexité, c'est une lourdeur administrative de devoir contacter chaque résident, etc. pour faire ce rendez-vous d'installation. Et ce qui était frappant, c'est qu'on va chez... là, il y a pas mal de personnes âgées dans cette résidence. Et parce que nous, c'est une objection qui revient, c'est des personnes qui disent mais votre solution, elle n'est pas adaptée aux personnes âgées, ils ne savent pas se servir des smartphones, etc. Ça, c'est les biais que projettent la plupart des gens. Dans les faits, nous, on a des personnes qui ont plus de 80 ans sans problème et qui utilisent notre solution et qui trouvent ça très, très pratique. Typiquement parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'entrée du logement pour ouvrir la porte. Ils peuvent l'ouvrir, potentiellement, s'ils sont un peu moins mobiles, ils peuvent l'ouvrir de leur fauteuil. Si j'en reviens à mon anecdote, on est chez une personne où on ne vient pas installer du Apix, on vient juste un tout petit peu moderniser son système. Elle va pouvoir voir les gens, donc on part du principe que c'est quand même plus sécurisé. Tu laisses pas monter n'importe qui. C'est ça. Et en fait, cette personne disait « Ah non, c'est trop compliqué », alors qu'il y avait... Tu as littéralement un bouton pour accepter la communication, l'appel, pour entrer dans l'appel, et un bouton pour ouvrir la porte. Et cette personne disait « Non, c'est trop technologique pour moi. J'ai aussi vite fait d'aller au balcon et regarder qui est en bas plutôt que de regarder sur l'écran. » Et c'est là où je me suis dit que quoi qu'il arrive, on aurait toujours des gens qui seraient un peu réfractaires au changement. Donc finalement, c'est un peu rassurant parce qu'on a, nous, des gens qui nous disent « Oui, votre solution, QR code, tout ça, c'est trop avancé. » Ah, mais c'est certain. Forcément, on a ça. Et donc, nous, ça nous pousse d'ailleurs à faire de l'accompagnement, à faire de la pédagogie et à assurer tu vois, cette fameuse transition douce. C'est un mot que j'utilise beaucoup parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imposer aux personnes une solution qui révolutionne. Pour autant, moi, ça me fait penser aux banques. Les banques, il y a quelques années, ils sont encore en train de faire leur transition. Mais quand ils imposent aux personnes de valider des achats en ligne avec une application, ils n'ont pas posé la question. Ils n'ont pas demandé aux gens s'ils étaient d'accord ou pas avec ça. Ils l'ont imposé parce que tu as une directive européenne qui l'impose. Donc, là, ça pose effectivement la question de la fracture numérique, entre guillemets, l'exemple de la petite dame de 80 ans. Presque par principe, elle sera opposée au changement parce que ça l'effraie. C'est ça. Et c'est humain. Mais typiquement, cette personne-là, donc sa première réaction, c'est ça, de se mettre dans une position où elle ne voulait pas de changement.
Et finalement, quand tu viens lui expliquer, c'est assez rigolo, cette personne prenait beaucoup des notes. En fait, elle a demandé à ce qu'on lui montre comment ça fonctionnait. Donc il y a eu des tests qui ont été faits. Et c'est là où tu vois qu'une entreprise comme Sovitel bosse bien, parce qu'il y a, je pense, pas mal d'entreprises qui, t'installes, tu te barres, et voilà, c'est comme ça. Vous avez des questions, en fait, vous demandez à votre gestionnaire, vous demandez à notre syndic, nous on est juste l'installateur, entre guillemets. Là, la personne en question a pris le temps de faire des tests, de lui montrer. Et donc, la résidente prenait des notes, etc. Et à la fin, elle était là, ah oui, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Nous, c'est typiquement les retours qu'on a aussi. C'est que alors nous, on a un enjeu à bien former les gestionnaires pour qu'ils sachent, qu'ils connaissent la solution et qu'ils sachent l'expliquer à leurs clients résidents. Mais ça nous arrive aussi d'aller, lors des installations, d'être sur site. Et donc toutes les personnes qui passent, on vient leur parler d'Apix, les accompagner dans le téléchargement de l'application et leur montrer toutes les fonctionnalités. Et quand on leur explique, et notamment toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont un peu changer leur quotidien, et on efface complètement ces biais qu'on a. Tant mieux, je veux dire, si c'est ça la conclusion, c'est que le job est bien fait. C'est ça. Et c'est pour ça, ça peut effrayer. Moi, je comprends la transition numérique, ça peut effrayer. D'ailleurs, on le voit, on est tous un peu accros à nos smartphones. Pour autant, ça peut parfois, je sais pas. Ça rend service dans votre cas. Ça te sauve de certaines situations. Nous, on a des gens qui continuent d'utiliser leur badge et qui nous disent un jour, j'ai oublié mes clés. Ouais. Et ça t'évite de payer 1000 balles de serrurier, quoi, par exemple. Là, je me suis souvenu que j'avais Apix. Alors, nous, on ne se substitue pas pour le moment aux entrées individuelles, mais ça pourrait être une évolution. Non, mais oui, dans l'idée, quoi. Mais en tout cas, voilà, le badge, ou même, tu as un livreur. D'ailleurs, les livreurs, aujourd'hui, utilisent assez peu l'interphone. Hein. L'interphone, on se rend compte que c'est un produit, je crois qu'en moyenne, il y a une stat, c'est un appel à un appel et demi par mois et par logement. Et c'est peu. D'ailleurs, toi, je sais pas, est-ce que tu es souvent appelé alors peut-être que tu n'habites pas en appartement. En échoppe. T'es en échoppe, ok, très bien. Et du coup, on vient frapper, t'as n'importe qui peut venir frapper à la porte, quoi. Ce qui est un peu chiant. C'est que c'est assez intrusif. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert en étant en échoppe où tu as ta porte, la porte de ta pièce à vivre de ton salon qui donne directement sur la rue. Tu as presque l'impression que n'importe qui peut rentrer chez toi. Ouais, complètement. Je vais réfléchir à l'installation d'Apix à la maison. C'est ça, oui, parce qu'on équipe aussi quelques maisons et quelques particuliers. Mais oui, non, c'est sûr que ça vient apporter finalement une couche de sécurité supplémentaire. Ok. On a parlé là de l'actualité d'Apix, on a parlé de votre histoire récente. On va parler maintenant un petit peu de l'avenir en ouvrant ce nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a des enjeux aujourd'hui pour Apix en termes de financement pour votre développement, tu vois, si on parle levée de fonds, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois ? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un sujet qu'on a déjà amorcé. La chance qu'on a, c'est qu'en 2022, les trois principaux cofondateurs en fait, apportent des fonds. Donc c'est eux qui ont permis le démarrage, exactement. En gros l'activité. Ils ont permis le démarrage, tout le développement de l'application, etc. Sans avoir, tu vois, en plus de ça, se rajouter la couche de recherche de financement. Mais sachant que nous, on souhaite se développer, comme je te le disais, on a des ambitions nationales et internationales. Assez logiquement, il y a un moment, il va falloir accélérer, quoi. On va chercher des fonds. On a commencé en début d'année, en fait, et d'ailleurs on a bouclé une première partie de notre levée de fonds, de notre premier tour de table auprès de Business Angel, et on continue jusqu'à la fin de l'année. Quel montant vous pouvez communiquer ? Ouais, tout à fait. Nous, en gros, on cherche à lever après 750 000 euros. Ok. Donc on a déjà bouclé. Je crois que c'est quasiment la moitié à peu près de ce tour de table. Donc on va finir ce tour jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, ça va nous permettre de... Ouais, la prio, c'est quoi ? La prio avec ces fonds-là, ça va être... Alors, le recrutement, forcément, et le recrutement notamment d'équipes commerciales. Okay. Parce que c'est ce qui nous permet... Alors parle-nous recrutement, là, pour toutes les personnes que le projet Apix intéresse. Du business developer, donc c'est ça, du commercial. C'est ça, du business developer. Alors là, nous, on vient de finaliser un gros recrutement pour nous, une responsable commerciale grand compte qui va travailler notamment avec les bailleurs sociaux, qui sont
parmi nos principaux clients, avec aussi les syndics de copropriété. Donc nous, on a besoin d'une force commerciale qui va voir ces acteurs-là, qui va aussi voir les promoteurs, également le tertiaire, hein, des entreprises, voire des collectivités. Okay. Donc ça, une fois qu'on aura sécurisé tous ces financements, on va continuer de développer toutes ces équipes. Mais ces équipes, une fois qu'elles auront bien travaillé, et j'en suis persuadé, et derrière, on va se retrouver avec plein de projets à gérer. Et un projet d'installation, c'est assez complexe dans les faits parce que nous, on travaille, donc on prescrit la solution auprès, par exemple, des bailleurs sociaux, des syndics, mais derrière, on travaille avec des installateurs, des entreprises comme Soditel. Donc on a toute une gestion de projet, en fait, de la fabrication de la plaque que l'on propose de personnaliser, et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients. Ensuite, à la fabrication de nos Apix Box, hein, les box qui permettent de recevoir la commande d'ouverture. Donc le boîtier d'IoT, c'est ça, le boîtier tout à l'heure, qui permet effectivement de déclencher les ouvertures de portes. Et ensuite, on a tout l'accompagnement des gestionnaires, parce qu'il faut qu'on récolte les adresses mail des résidents ou des employés. Ces personnes-là, derrière, reçoivent des communications de notre part pour finaliser leur création de compte, tout ça. Donc bon, c'est des gros projets. Donc tout ça pour dire qu'en complément des équipes commerciales, et d'ailleurs on va recruter bientôt des chargés de production, en fait, des chargés de projet qui s'assurent que tout se passe bien une fois la vente réalisée jusqu'à l'installation. Des personnes qui derrière aussi vont faire un peu du customer care, s'assurer que nos clients, parce que nous en fait on est vraiment dans une logique de repeat business. Un bailleur social qui est content de la solution, qui fait un test sur un site pilote, et derrière l'idée c'est qu'il puisse déployer sur l'ensemble de son parc, de son patrimoine. Dès qu'il a une réhabilitation à faire, dès qu'il construit un nouvel immeuble, une nouvelle résidence. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, on a fait exprès de ne pas mettre d'engagement sur nos abonnements. C'est sans engagement. Et c'est un peu un risque que l'on prend, mais on veut que nos clients restent avec nous parce qu'on est les meilleurs. Bien, quoi, ouais. Même notre solution, elle est complètement ouverte. Demain, nos boîtiers, s'il y a une solution similaire à la nôtre qui est développée, ils pourraient utiliser nos boîtiers sans problème. C'est sympa, effectivement. Ouais. Alors en fait, si tu veux, c'est aussi... tu vois, je te disais qu'on était un peu en opposition par rapport aux fabricants traditionnels qui, eux, sont dans des logiques très fermées. De verrouiller un peu leur écosystème. Aujourd'hui, tu ne peux pas facilement réutiliser une platine d'interphone, mais changer les combinés. Tout doit être en fait un peu de la même marque. Même parfois, les câbles, il faut changer tous les câbles. Donc c'est une logique très fermée. Nous, on est dans une logique beaucoup plus ouverte, dans une logique d'interopérabilité. Et donc, on veut que nos clients restent avec nous parce qu'on est les meilleurs. Donc, ça va nous pousser, à nous challenger sans cesse. D'où l'importance d'aller sur le terrain, de faire du customer care. Okay. Et donc, c'est pour ça. On va avoir besoin de staffer, ça, c'est sûr. Donc, gérer les clients, gérer les projets, développer le business. Voilà tous les types de profils qu'on cherche chez Apix. Exactement. Moi, je vais continuer à construire mon équipe. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes dans mon équipe. Et l'idée derrière, c'est de faire grossir cette équipe parce qu'encore une fois, si on part demain sur d'autres territoires en Europe, et ça, moi, c'est vraiment le souhait que j'ai dans mon ancienne entreprise, United. Mon dernier poste, je travaillais avec une personne à Lisbonne, une personne à Munich, une à Barcelone et une à Rome. Et c'était génial, quoi. Je faisais de la coordination au niveau européen. Je travaillais en anglais quotidiennement, donc c'était vraiment chouette. Et c'est quelque chose que l'on fera chez Apix demain, j'en suis sûr. Parce que notre solution, faut imaginer qu'elle peut équiper n'importe quel immeuble. Ouais. Et donc, des immeubles, il y en a partout. Donc pour l'instant, on travaille les bases sur les régions respectives, donc Marseille, Toulouse, Bordeaux. Pas que. Oui, on a commencé. Là, c'est ce qu'on a fait clairement sur le 2e semestre 2023. Et en fait, assez rapidement, on a eu des sollicitations de partout en France. Donc tant mieux. On travaille. Par exemple, notre plus gros client est à Reims. Ok. C'est assez rigolo, ça me fait un petit clin d'œil, par rapport. J'y suis pas retourné depuis mes études, donc ça fait une dizaine d'années, mais je pense que je finirai par y aller parce que c'est là où on a. Pour revoir 2-3 copains d'école de commerce. Ouais, complètement, et voir notre plus gros client qui a cru en nous. Et ce qui est assez génial, c'est que, pareil, on fait les choses différemment par rapport à ce qui se fait beaucoup sur le secteur.
On essaye donc de limiter considérablement notre empreinte environnementale. Donc ça passe par limiter la production de matériel. Je vais donner un chiffre qui est assez marquant. Aujourd'hui, si je compare à un système d'interphonie filaire, vraiment très traditionnel pour une résidence de 30 logements, eh bien, un Apix, pour équiper vraiment le même type de configuration, c'est 30 fois moins de matériel. Ok. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. En fait, je vois la plaque là qu'on a sous les yeux et j'imagine le petit boîtier qu'on a au-dessus de la porte. Nous, on représente 600 grammes après 600-700 grammes versus des 17-18 kilos pour un pack entier. Parce que quand tu mets tous les câbles, tous les trous que tu dois. Je te parle même pas des câbles. Là, c'est vraiment les moniteurs, les combinés que tu installes dans chaque appartement. Parce qu'après, tu dois aussi rajouter des petits boîtiers à chaque niveau dans les placards techniques, tout ça. Bon. Donc, on essaye de réduire cette empreinte environnementale, mais on le fait aussi au quotidien. Nous, on n'a pas envie d'avoir une flotte de commerciaux qui soit sur les routes et qui crament de l'essence. On essaye de faire le maximum de choses à distance. Ça ne veut pas dire qu'on ne se déplace pas. Parce que tu vois, on n'est pas dans une logique jusqu'au boutiste, même si dans les faits, on l'est un peu. Mais forcément, s'il y a des clients qu'on doit aller voir parce qu'on sent qu'à ce moment du projet, eh ben, il y a besoin d'avoir ce contact physique, on le fera avec grand plaisir. Mais typiquement à Reims, on a tout fait à distance. On ne s'est pas déplacé une seule fois. Parce qu'on a des installateurs partenaires qui peuvent intervenir sur zone. On fait des visites techniques en visio en fait. Tu peux te le permettre. On avait le gardien d'un immeuble avec qui on a fait comme ça toute une visite technique pour comprendre, faire des mesures, tout ça. Et d'ailleurs, on ship notre matériel. Et d'ailleurs, on n'a aucun souci à shipper notre matériel à des clients pour qu'ils le testent eux-mêmes, qu'ils se fassent une conviction et d'ailleurs qu'ils fassent un test. Ok. Pour toutes les personnes que ça intéresse, du coup, de rejoindre l'aventure Apix, en savoir plus et peut-être pourquoi pas postuler. Bien sûr, c'est quoi les canaux? Où est-ce qu'on peut vous retrouver facilement? Alors nous, on a une grosse présence sur LinkedIn. On arrivera peut-être un jour sur Welcome to the Jungle, comme font pas mal de startups. Mais en fait, on utilise aujourd'hui ce qui se fait pas mal. Indeed. D'ailleurs, moi-même, mon poste, je l'ai trouvé via Indeed, tu vois. Apix, HAPIIX. Oui, tout à fait. Pour vous retrouver sur LinkedIn. Exactement. Si on veut prendre contact avec vous, on peut passer via LinkedIn ou j'imagine via. Tout à fait, ou via notre site internet finalement, apix.com. Je vais réépeler parce que c'est pas forcément très simple la première fois qu'on l'entend. HAPIIX.com. Alors après, ça sera dans le nom de l'épisode. Il n'y aura plus d'excuses. Faut pas. C'est ça. Vous ne pourrez plus vous tromper. Et d'ailleurs, le nom a quand même une symbolique. C'est pas sorti de nulle part. D'ailleurs, la genèse, on va dire, du nom, ça vient du latin pour abeille, qui est apis, APIS. Parce que tout le travail de création de l'entreprise s'est fait en co-construction. Déjà, Grégory avec Nicolas et Arnaud, puis leurs propres salariés qu'ils ont embarqués dans l'aventure. Donc ça a vraiment été une ruche un peu la création d'Apix. Mais voilà, et puis ça permet de donner un peu le sourire, je pense, ce nom-là. Ce beau nom. Tout à fait. Écoute Antoine, on va terminer avec ton Bordeaux maintenant, tes adresses. Je ne peux plus dire de néo-bordelais maintenant, tu es quand même bien installé. Mais alors pour un déjeuner à midi en ville avec un ami ou une amie, où est-ce que tu l'emmènes? Alors je vais l'amener dans un restaurant qui s'appelle Son, S-O-N apostrophe. Ça me fait plaisir d'en parler, déjà parce que c'est dans ma rue, c'est rue Paul-Louis Land. Je crois que c'est un des restaurants les mieux notés de Bordeaux. Ils ont quasiment 900 avis sur Google avec 4,9 sur 5. Pas mal. C'est un restaurant où la cuisine est très raffinée, mais avec une formule le midi qui est super abordable. Franchement, t'as l'impression de déjeuner dans un étoilé. Je suis même étonné qu'ils n'aient pas eu une première étoile avec le Michelin 2024. C'est super bon. C'est une logique de menu unique, mais vraiment, le service est top, c'est raffiné. Tu as vu sur les cuisines. C'est excellent. Donc clairement, le midi, j'irai là, avec grand plaisir. Et pour un dîner avec madame, un vendredi soir, vous êtes tous les deux? Alors, on a découvert un endroit que j'ai trouvé assez dingue, qui s'appelle le Café Mancuso. Je ne sais pas si tu connais. C'est pas loin du cours Victor Hugo.
de la grosse cloche, tu vois, tout ça dans ce quartier. Donc pas très loin de chez moi non plus. Je crois que c'est juste derrière le palais des sports, si je dis pas de bêtises. Ok. Je sais pas si... Parce que ça fait qu'un an que je suis à Bordeaux, donc voilà. Faut que je te surveille, que tu dises pas de conneries. C'est ça, que je dise pas trop de bêtises. Et le café Mancuso, la petite particularité, alors on y mange très bien déjà, mais surtout, il y a un énorme setup de DJ, mais de DJ vinyle. Tu as 2 platines vinyle et une magnifique sono en bois. Et en fait, tu as des DJ qui se relaient. Alors, on n'est pas sur un set de techno, de house. C'est des mecs qui ont c'est vraiment des profils très, très éclectiques. Et les personnes, comme ça, passent des vinyles, des sons ultra pointus. Et je trouve ça génial quand tu c'est un concept. Il y a une petite partie aussi disquaire où à la fin, alors moi je suis un grand mélomane, ça fait les musiques électroniques, ça fait je sais pas, plus de 20 ans que je m'y intéresse. J'ai commencé à mixer ça fera bientôt 20 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. Mais voilà, et je commence à avoir une collection de vinyles qui grossit de plus en plus. Donc bon, il faut un peu de place. Ça t'a parlé tout de suite. Ouais, j'ai trouvé ça top. Et je crois qu'il y a un autre endroit un peu similaire qui s'appelle Moto. MO2TO, si je dis pas de bêtises, qui est un peu dans ce même esprit-là. Je trouve ça top en fait de partager bonne bouffe et bonne musique. Donc vraiment, Café Mancuso, je recommande. Une adresse coup de cœur, autre que resto, un lieu que t'apprécies particulièrement? Ouais, je vais penser à cette petite boutique qui est au Chartron, une petite boutique brocante qui s'appelle le Chat Bleu, le Chat Chineur, qui est assez sympa. Alors, ils vendent des disques, mais pas que. Derrière, ils vendent des meubles, des petits objets très vintage. Je trouve ça assez sympa. J'aime bien me balader au Chartron et du coup, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans la zone, on passe une petite tête dans cette boutique-là. Très sympa, ouais. Maintenant, c'est toi qui habite Bordeaux, donc c'est toi qui accueille les amis qui sont de passage. Vous avez des copains qui viennent passer le week-end. Tu dois t'occuper d'eux. Dis-moi, tu les amènes où? Alors, on commence à avoir un problème qui est plutôt bien établi. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Et d'ailleurs, je pense qu'ils finissent par un peu se projeter de déménager à Bordeaux. Je commencerai par aller au marché des Capucins. Soit pour faire les courses, pour ensuite faire un déjeuner un peu sympa. Soit pour aller boire un petit verre. Voire même déjeuner sur place. Mais c'est vrai que de chez moi, c'est assez proche. Et je trouve ça vraiment top. Se flâner et se balader dans les rues de Bordeaux. Le Bordeaux historique est vraiment sympa, je trouve. Il y a ce côté médiéval que l'on va retrouver avec la porte Caillot, la grosse cloche, tout ça. Enfin, j'ai vraiment été pas agréablement surpris parce que je savais que Bordeaux était une très belle ville, mais c'est toujours un plaisir de se balader dedans. Tu vois, moi qui viens de Toulouse, l'hypercentre et le Toulouse historique est très beau aussi. Je retrouve un peu cette vibe-là. Et donc tu vois, donc un petit tour dans le continuer centre, à se balader, et après ça va être un peu le truc classique, mais tu vois, les halles de Bacalan, je trouve ça sympa aussi. C'est convivial, c'est ultra convivial, c'est un peu à la mode, les food courts. Moi je sais que tu vois, ça me fait penser à celui de Lisbonne où t'as ce truc où au moins t'en as pour tous les goûts, mais je trouve ça super super sympa. La Cité du Vin, j'ai été agréablement surpris. Parce que pour le coup, j'avais eu des retours qui étaient un peu plus mitigés. Et pourtant, quand on prend le temps, je pense que c'est ça, il faut vraiment se dire, allez, je vais y rester 4 heures. Ouais, c'est un très bel endroit dans lequel tu peux passer du temps. C'est vrai que tu apprends plein de choses. Tu as cette petite vue là sur la terrasse où tu dégustes ton petit vin à la fin. Et je trouve que la cave à vin de la Cité du Vin, qui a énormément de références internationales, tu as du vin d'Azerbaïdjan, je sais pas, bon, après les pays classiques, États-Unis, etc. Mais la dernière fois, j'ai acheté du vin croate, du vin bulgare. Je trouvais ça assez chouette. Tu as ce côté vraiment international qu'on retrouve. Chez Alric, j'aime beaucoup côté. La guinguette. Ouais, la guinguette, c'est vraiment chouette. Donc, rive droite. Ouais, tout à fait, rive droite. J'y vais un peu moins. Darwin, c'est vrai que c'est aussi sympa. Je crois que c'est James dans ton précédent épisode qui en parlait pas mal. Après, j'aime beaucoup les Chartrons, moi, à Bordeaux. Clairement, c'est un endroit que je trouve top, la place là. Et enfin, tu pars en week-end en voiture depuis Bordeaux, 3 heures max. Où est-ce que tu vas? Alors, je vais te citer un peu 2 destinations, mais je vais essayer de faire synthétique. Une destination assez proche de Bordeaux, mais j'ai découvert ça très récemment. C'était dans la région de Léognan. Je suis allé au Château Léognan, château du même nom, qui a un restaurant qui s'appelle Le Manège,
qui est un endroit, je trouve, assez top. Alors, je te parle d'un week-end. Oui, non, bien sûr. Non, mais tu verras, parce que nous, c'était une journée, tu vois, on a fait une journée complète. Ok, bon, ça marche alors. Visite et déjeuner là, dans ce restaurant, et après, on est allé au Château de la Brède. Château de la Brède, donc Montesquieu. Tu te cultives, tu vois des très belles choses, et en même temps, c'est un endroit top pour se balader. Donc ça, on va dire que c'est... Et je pense que du côté de la campagne Pessaquès, tu as quand même pas mal de choses à faire que tu préfères sur un week-end, même avec les châteaux, Aubryon, etc., que tu peux visiter. Et ensuite, je vais citer, c'est pas très original, mais c'est le Cap Ferré. J'ai eu la chance de pas mal y aller étant plus jeune. Et je pense que quelque part, ça a aussi motivé la décision de venir dans la région bordelaise. De préférence hors saison. Mais le Cap Ferré, je trouve ça vraiment magique. Il y a une ambiance, c'est magique. J'avais le privilège d'aller dans les 44. D'ailleurs, je crois que tu avais un épisode. Il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Effectivement. Pas mal parlé des 44. Bon, c'est assez. C'est un petit paradis sur Terre, clairement. Je crois que c'est pas galvaudé de dire ça. Il y a plein d'endroits sympas à aller manger des petites huîtres dans les cabanes de pêcheurs. Moi-même, j'en mange pas, mais il y a toujours un petit pot de pâté. Pour les gens comme moi, et du vin blanc, c'est toujours sympa. Tu peux te balader à vélo. Enfin, c'est vraiment un petit coin de bonheur. Et même le bassin. Alors, du coup, on profite de Bordeaux pour aller découvrir tous les autres endroits. Je connaissais moins Arcachon, et c'est un endroit que je découvre pas mal. Enfin, c'est super chouette, quoi, si proche de Bordeaux. Paris, très clairement, tu pouvais sortir facilement en train, mais avoir une voiture, sortir de Paris, c'était une galère le vendredi. Là, on se rend compte que... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bouchon quand tu vas sur le bassin d'Arcachon le vendredi soir, ou le dimanche quand tu rentres. Mais bon, si tu as plein de choses à faire. Énormément de choses à faire, ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau panorama et puis cette belle présentation de votre aventure là, chez Apix. Avec grand plaisir, merci à toi. Et pour vous retrouver, donc direction LinkedIn, Apix ou le site internet. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Et à très vite. Merci.